Christine Froidevaux, on vous donne la parole parce qu'on a eu une introduction générale avec les inquiétudes, les précautions à prendre. Puis là, on a la personne sur le front, sur le terrain, à la fois comme chercheuse, enseignante dans ce domaine. Et on voit également que les sociétés savantes commencent à être productrices d'un certain nombre de cadres et de réflexions éthiques de grande qualité. Tout d'abord, je voudrais remercier pour cette invitation. Donc, j'étais effectivement interpellée par le titre de cette séance où on parle d'ordre algorithmique totalitaire. Donc, en tant que spécialiste de l'informatique, c'est-à-dire du domaine qui traite du traitement automatique de l'information, évidemment, ça m'a interpellée. Alors, on traite en informatique de données primaires, initiales, qu'on va automatiser, et on va obtenir de nouvelles données, ce qu'on appelle inférer les données. Donc, ça fait beaucoup de données. On parle d'algorithmes, donc une suite finie, non ambiguë, d'opérations, d'instructions pour résoudre un problème ou calculer un résultat. On parle d'algorithmes d'intelligence artificielle, ça fait déjà un petit peu plus peur parce qu'on pense à l'apprentissage profond. Puis en même temps, cette intelligence artificielle, on l'a un peu effleuré, ça permet quand même de faire pour la santé des choses formidables. On entend parler de médecine prédictive, de médecine génomique, de médecine personnalisée. Alors ça travaille sur un certain nombre de données. Donc je voudrais un petit peu parler de ces données de santé qui nous intéressent ici. Ce sont des données personnelles, mais pas que. On a d'abord, pour pouvoir être traitées de façon automatique, on a ce qu'on appelle des entrepôts de données. Donc vous avez toutes les données qui sont stockées à la PHP, ou vous avez aussi à l'Institut Curie, par exemple. Vous avez aussi ce qui est tout récent, c'est le SNDS, le Système national des données de santé. C'est un petit peu la base de données de la carte vitale. C'est une spécificité française, c'est un peu unique au monde, c'est assez précieux. Ça collecte beaucoup d'informations, ça permet d'optimiser le parcours de soins. Alors ça, c'est du côté, je dirais, de la santé. On a aussi des informations du côté de la génomique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le séquençage de l'ADN de nos propres génomes. Alors on a des bases de données publiques dont on se sert en recherche. Donc moi, je fais de la recherche en bioinformatique, c'est-à-dire que je suis une informaticienne qui développe de nouvelles méthodes d'analyse, de stockage, de traitement de ces données génomiques. Alors on peut les trouver évidemment dans des bases de données publiques comme la fameuse base GenBank. On peut aussi avoir, et c'est ce que préconise le plan France Génomique 2025, des génomes individuels, personnalisés. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, comme vient d'être mentionné, on a aussi toutes les données qui viennent des objets connectés, mais on a aussi, grâce à Internet, on a un certain nombre de forums, je pense à Doctissimo. Et puis, il y a un petit peu plus caché toutes les requêtes que vous faites avec votre moteur de recherche. On sait que Google Flu a permis, comme ça, de pouvoir avoir des informations très intéressantes sur la propagation d'une épidémie de grippe. Alors, vu comme ça, pour le chercheur ou pour celui qui est dans la recherche innovation, qui veut faire du développement thérapeutique ou de médicaments, c'est une formidable source de données. Donc, je dirais, les données, dans ce cas-là, ont un très grand prix, même si je ne saurais pas le chiffrer. Alors évidemment, on va parler, il faut quand même faire un compromis entre l'accès à toutes ces données pour la recherche et l'innovation et la protection d'individus. On a le droit à la confidentialité sur toutes les informations qui concernent la santé. Liberté, égalité, parce qu'un système d'assurance qui est basé sur le fait qu'on est tous égaux par rapport au risque de maladie, une fois qu'on a des informations sur le génome, on a des risques de développer des maladies qui sont plus ou moins grands chez les uns et chez les autres. On pourrait avoir donc des discriminations génétiques. Et puis, on parle de données personnelles, c'est aussi les données, on appartient à un groupe. Le groupe, là, c'est la famille. Si vous faites séquencer votre génome, vous avez des informations qui vous concernent, mais qui concernent aussi vos enfants, vos ancêtres, les tests de paternité, par exemple, la découverte d'une maladie génétique. Ça ne concerne pas que l'individu lui-même. Alors, il faut conserver cette confidentialité sur une longue durée avec le génome. Pensons à nos enfants, petits-enfants, etc. Quelle solution? Alors, on parle bien sûr de la réglementation avec le RGPD, qui est quand même une approche intéressante, et qui est certes européenne, mais qui a un effort de contrôle quand même des acteurs en dehors de l'Europe. Mais je pense que mes collègues pourront en dire davantage. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce RGPD, c'est son article 26 qui recommande l'anonymisation des données, qui semblerait quand même une bonne approche pour protéger les données personnelles. Alors, il s'est explicité. Anonymiser, ce n'est pas juste pseudonymiser, c'est-à-dire enlever le nom.
c'est aussi empêcher tout moyen de réidentifier. Et là, on arrive à un problème qui est un petit peu plus technique pour un informaticien, c'est qu'effectivement, avec toutes les données dont on dispose, on peut par croisement d'informations retrouver un identifiant ou retrouver plutôt le nom d'une personne. Donc, il faut pouvoir avoir des techniques suffisamment fortes, donc des techniques informatiques, pour anonymiser ces données. Alors, on connaît tous l'article de 2013 publié dans Science, qui expliquait qu'avec juste une base de données de généalogie récréative, en croisant avec des données génomiques, on pouvait retrouver les noms de ces personnes. Alors, on est un peu dans un paradoxe, au sens que la technique avance plus vite que le droit, mais en même temps, je dirais, la technique informatique ne résout pas tout. En effet, les techniques d'anonymisation, aucune méthode actuellement ne peut vous garantir la parfaite anonymisation. Pareil, si on s'est intéressé à la question de cybersécurité, aucune technique de cryptage n'a été prouvée, infaillible, robuste. Il faut donc, évidemment, de mon point de vue de chercheur, encourager la recherche dans ce domaine. Alors, il n'y a pas qu'au niveau de l'anonymisation. D'un point de vue informatique, sur les algorithmes, il y a un grand effort depuis quelques années, que ce soit à travers les débats organisés par la CNIL, à la CERNA, on réfléchit, donc c'est un comité de réflexion sur l'éthique dans les sciences du numérique. On parle de éthique par conception, concevoir des algorithmes qui soient éthiques dès la conception, au moment où on y pense. On va parler aussi de privacy by design, donc la notion d'intimité par conception, d'auditabilité. Ça, c'est un mot qui figure dans le rapport de la mission Villani sur l'intelligence artificielle, avec une préconisation d'un corps d'experts publics assermentés. Et puis, un grand point qui est important, l'explicabilité, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous rebutent parce qu'on ne les comprend pas avec l'informatique. Ces algorithmes d'intelligence artificielle sont opaques. Si on arrivait à comprendre les décisions qu'ils proposent, ce ne sont que des systèmes d'aide à la décision, on pourrait les accepter mieux. Donc, du point de vue informatique, on voit se développer la plateforme Transalgo, donc avec l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Alors, notre idée, ce serait, et si on faisait une pause, c'est-à-dire finalement, si on prenait le temps de réfléchir d'un point de vue juridique, on se calmait aussi d'un point de vue informatique, on affine nos outils au niveau de l'anonymisation, au niveau du cryptage des données. En fait, on ne peut pas. On voit bien qu'on est dans un mouvement global. Je reprends le titre de algorithmique totalitaire. C'est un lieu majeur. Le numérique, c'est un lieu majeur pour la souveraineté. C'est écrit un petit peu dans le rapport aussi de la mission Villani, on ne voudrait pas devenir une colonie numérique des USA ou de la Chine. Donc il faut pouvoir avancer et vite. À ce propos, un rapport que la CERNA est en train de rédiger préconise éventuellement une initiative internationale en cette année anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour de même qu'on demande à sauvegarder notre liberté numérique. Et puis, on peut parler aussi d'initiatives du côté de l'informatique, développer la science ouverte, puisque c'est à cause des besoins de la science et de l'innovation qu'on a besoin d'accéder à toutes ces données. Une autre piste que je recommande, et à ce titre, en tant que vice-président de la Société informatique de France, j'œuvre beaucoup, il s'agit aussi de sensibiliser, informer et former. Alors, former les médecins aux usages de l'intelligence artificielle, avec les données des patients et les données qu'on peut trouver dans toutes les bases. Réfléchir au rôle du médecin qui va être aidé dans sa décision, non pas remplacé. De la responsabilité en cas d'erreur, de la nouvelle relation que le médecin va avoir avec son patient, puisque entre les deux, il peut y avoir un système d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il peut expliquer au patient la décision qu'il va prendre? Le système intelligent a dit ça, mais moi, je pense plutôt que... Il faut des formations pluridisciplinaires, faire se côtoyer des informaticiens, des juristes et évidemment des médecins. Sensibiliser aussi à l'éthique de la recherche du côté de l'informatique, des STIC, des sciences, technologies de l'information et de la communication. Pas seulement au niveau des doctorants, c'est important et c'est fait maintenant, c'est inscrit dans les textes, mais aussi pour les chercheurs. Ça se fait par exemple à l'INRIA. Je fais moi-même, dans mon master de bioinformatique, une initiation, une sensibilisation. Il y a la formation au lycée, parce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec ces traitements informatiques, il faut comprendre un petit peu d'informatique. Je pense que c'est une opportunité formidable avec la réforme du bac qui arrive, les nouveaux programmes qui arrivent au lycée. Vous avez vu peut-être qu'il y a un nouvel enseignement, donc un enseignement de spécialité, numérique et sciences informatiques, offert en première, en terminale, mais aussi
En seconde, un enseignement de sciences numériques, 1 heure par semaine, pour tout le monde. Et puis vous avez aussi en première et terminale, 2 heures par semaine, un enseignement de sciences, qui permet de réfléchir à la fois en termes de contenu technique, mais aussi de réflexion sociétale sur quels sont les impacts de tous ces outils. Alors pour conclure, je voudrais dire, soyons vigilants. Dans le rapport de M. Villani, il parle de sensibiliser les patients. Nous sommes tous des patients. Sensibiliser les patients à la maîtrise de nos données, il parle de data literacy. Je dirais, soyons vigilants, prenons conscience de ce que nous utilisons. Personne ne nous oblige à nous inscrire à un réseau Facebook. Apprenons ce que font nos outils, nos logiciels, nos machines informatiques. Quand nous choisissons un moteur de recherche, nous ne sommes pas condamnés de choisir Google. J'en profite pour faire de la publicité, zéro action dedans bien sûr, pour le moteur de recherche Quant, développé depuis 2013 par la France, qui réfléchit et qui travaille avec le centre de recherche INRIA sur les problèmes de la privacy. Garder l'historique de nos données pour nous, ne pas comment on utilise les cookies. Vous avez tous un smartphone, j'imagine. Vous avez un certain nombre d'applications installées. Savez-vous comment vous les avez paramétrées? Quel usage de vos données sont faits avec ces applications? Moi, j'ai été frappée. On parle du scandale de Cambridge Analytica. J'ai pensé qu'il allait y avoir un raz-de-marée de personnes qui allaient quitter Facebook. Non, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi nous ne quittons pas? Alors, j'entends autour de moi, mais je n'ai rien à cacher, ça m'est égal. Alors d'abord, même si je n'ai rien à cacher, le fait que j'entretienne des relations avec d'autres personnes qui ont des choses à cacher les met en porte-à-faux. Après, j'entends aussi, mais je ne me réduis pas à mes données, puis de toute façon, on ne peut rien y faire. Si, je pense qu'il faut vraiment être vigilant, j'ai envie de dire, ouvrons les yeux, j'ai envie de dire aussi, formons-nous, informons-nous, entrons en résistance, et identifions nos choix. Quelle société de soins voulons-nous ? Acceptons-nous d'être surveillés et analyser en permanence notre état physiologique pour prévenir des risques de maladie? Ah, si j'ai un capteur qui me prévient, ce qui est le cas d'un certain nombre de diabétiques, qui ont maintenant un patch avec un boîtier, qui me prévient d'un risque d'hypoglycémie, on est d'accord. Mais où vont ces données? Est-ce que je me suis renseignée? Est-ce que je suis d'accord? J'ai envie de dire aussi, ne cliquons plus sur le petit bouton qui dit « Accepter les CGU ». Vous savez, là, les conditions générales d'utilisation. Il y en a 10 pages. On est d'accord, on ne les lit pas. Alors, il y a une entreprise qui s'est amusée à dire « Cliquez si vous voulez avoir nos services ». Et dans les 10 pages de CGU, ils avaient écrit « En échange de nos services, vous acceptez de vendre votre enfant premier-né ». Il y a quand même eu plus de 5000 personnes qui ont cliqué, bien sûr, parce qu'elles n'avaient pas lu. Voilà, donc si pour un risque d'infarctus, on est prêt à être analysé, surveillé, quand il s'agit d'un gène susceptible de s'exprimer, je pense au cas du gène, de la mutation du gène BCR1 pour le cancer du sein pour Angelina Jolie, est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on est d'accord pour connaître cette information et la faire savoir aussi à notre entourage? Voilà, donc nous avons tout de même un choix, je dirais. Merci. Merci Philippe. En tout cas, vous ouvrez des pistes remarquables. Merci infiniment. On a une bonne complémentarité. Enfin, la vraie question, c'est est-ce que dans certaines circonstances, on a vraiment le choix? Vous voyez, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que quand on aborde l'éthique du consentement face à la maladie grave, notamment dans l'inclusion dans des essais, le choix, il est quelquefois entre ça ou rien. Donc c'est aussi des questions qu'on doit poser et qui quelquefois nous mènent très très loin. Puis merci aussi d'avoir évoqué l'éducation nationale. On a aussi une ouverture pour nous intéressante, c'est les enseignements de morale et civique. Et la semaine dernière, ça va vous faire plaisir, on était avec l'Académie de Créteil, on organise une grande journée avec les enseignants de l'Académie de Créteil, et ils ont été fascinés, ils ont fait d'ailleurs un atelier sur l'intelligence artificielle, je vous enverrai le produit de leur réflexion, c'est au cœur de leur préoccupation. C'est aussi le vivre ensemble, les responsabilités qu'on assume les uns vis-à-vis des autres, c'est toutes les questions finalement de la démocratie qui sont posées. Merci de les avoir aussi bien présentées, ça ouvrira un débat à mon avis très intéressant dans les minutes qui viennent.